Euh, ok, bah, écoutez, on va commencer tranquillement. Je pense qu'on va passer une petite heure ensemble. Donc, je suis Christine Melloux, je suis la présidente de PGE-PGO. Donc, deux mots, bien sûr, PGE-PGO, c'est un institut qui prépare à des concours depuis 2004 et qui également accompagne les étudiants pendant le lycée, de la seconde, première et terminale. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est d'accompagner les étudiants pour réussir leur poursuite dans le supérieur et que de plus en plus, finalement, le supérieur, ce sont parfois des concours, mais de plus en plus, le dossier devient important. Donc, un accompagnement qui aujourd'hui est double. Alors aujourd'hui, on va passer un peu de temps sur un thème peut-être un peu, je ne sais pas, original, ou en tout cas qui répond en tout cas à des questions que j'ai souvent, qui est, mais moi, je ne suis pas au lycée, ce n'est pas moi qui vais passer les concours en tant que parent. Comment je peux aider mon fils, ma fille dans ce moment qui, on le sait tous, est difficile pour nous tous. Alors, j'ai essayé de réfléchir en essayant également de me mettre à votre place, sachant que, bien sûr, je suis aussi là pour répondre à toutes vos questions. Alors, pour un confort d'écoute de tout le monde, dans la mesure du possible, j'aimerais bien qu'on fonctionne en utilisant ce chat. Donc, j'ai le chat affiché en face de moi et donc, je répondrai également aux questions pardon, que vous pourrez poser par écrit. Juste peut-être deux mots supplémentaires me concernant. Je suis certes présidente de PGE-PGO, mais avant cette vie-là, j'ai été directrice de plusieurs écoles de communication, écoles sur le métier du digital, ce qui fait que j'ai peut-être aussi une connaissance, une expérience de tous ces sujets de l'orientation et des différents types de formation qui peut être intéressante pour vous et que je me propose de partager avec vous ce soir. Alors, vérifie que tout ça marche pour passer. Voilà. Donc, le thème, on ne va pas tout aborder ce soir. L'idée derrière la question, enfin, les réponses que j'ai pu apporter à cette question, elles sont finalement de deux types. La première va être, et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, un sujet très orientation et calendrier. Donc, on est vraiment sur des choses très pratiques, vous allez voir. Et puis, en deuxième partie, j'ai imaginé partager avec vous des sujets sur les méthodes pour mieux travailler au lycée et du coup mieux réussir. Pourquoi j'ai eu cette envie? Parce que ce sujet de la méthode de travail, on sait tous dans le monde de l'enseignement et les professeurs d'ailleurs les premiers que c'est extrêmement important pour améliorer les résultats d'un étudiant. Et on sait tous aussi que les lycées et les professeurs de lycée sont confrontés chaque année à un programme qui est très vaste. Alors, en temps de confinement, c'est encore pire, mais même en conditions normales, un programme qui est très vaste, avec un nombre d'heures qui est à peine suffisant normalement pour traiter ce programme. Et donc, la plupart du temps, sauf exception, les établissements, le lycée et les professeurs n'ont pas le temps accordé à un sujet qui, je vous le dis, pour moi est extrêmement important. Derrière ces méthodes pour réussir, j'ai choisi de traiter en particulier le sujet de l'attention, de la concentration. Là, on est plutôt ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut avoir en tête quand on est en cours. Et puis, la mémorisation et la compréhension. Et là, on est plutôt sur des choses dont on a besoin quand on travaille à la maison. Le premier thème de l'attention, j'ai prévu de le traiter comme on le fait ce soir en direct la semaine prochaine, même horaire, même format. Et en revanche, parce que je pense que vous avez d'autres chats à fouetter aussi que être avec moi 4 semaines d'affilée, j'ai d'ores et déjà enregistré les vidéos sur la mémorisation et la compréhension afin que ça puisse vous laisser toute liberté pour les consulter ou pas, mais j'espère les consulter exactement au moment où ça vous conviendra le plus. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'orientation et au calendrier. Oui, en guise d'introduction, quand même encore un autre point qui est de dire quel est mon objectif derrière ça. Clairement, mon objectif n'est pas de faire de vous des experts, des conseils d'orientation ou des professeurs, mais je pense que, enfin je suis certaine d'ailleurs, que tous parents ont un rôle important, essentiel à jouer pendant ces années qui sont des années difficiles et angoissantes. Par exemple, pour sensibiliser sur certains sujets que quand on est jeune,
on ne voit pas forcément. Et ce soir, on va parler en particulier de la fiche à venir. Je ne sais pas si vous en connaissez l'existence. Et à terme, on parlera, donc, comme vous l'avez vu sur les prochaines sessions, de l'utilité des méthodes de travail. Je vous expliquerai pourquoi elles sont aussi importantes. Autre rôle peut-être auquel j'ai pu penser, donner des repères. Et vous allez voir que tout à l'heure, dans la partie sur l'orientation, je vais vous proposer une liste de questions en particulier pour mieux se connaître, qu'il est intéressant de se poser. Et puis, plus tard, quand on parlera de méthodes, je vous proposerai des plannings types de révision où je vous expliquerai pourquoi le sommeil est si important. Voilà. Des repères que nous devrions tous avoir en tête. Et puis, bien sûr, le garde-fou. Et là, le garde-fou, il est plutôt ce qui concerne le planning. On sait bien qu'il y a certaines dates qui sont les dates clés qu'il ne faut pas rater et que ça, c'est plutôt la responsabilité des parents. Donc, c'est pour ça que cette idée du planning est carrément un sujet par lequel nous allons terminer cette session. Voilà. Et puis, bien sûr, ce contenu, il est à partager en famille. La conférence de ce soir est en train d'être enregistrée. Donc, la vidéo sera accessible sur notre chaîne YouTube. Et puis, vous recevrez automatiquement l'intégralité de cette présentation puisque nous avons vos adresses mail. Donc, ce n'est pas la peine de prendre plus de notes. Vous aurez les supports qui vous arriveront courant de la semaine, je pense. Voilà, 2 mots de présentation pour ceux qui me connaîtraient un peu moins bien. Donc, 2004, je vous le disais, préparation au concours post-bac, bac+2, bac+3, commerce, Sciences Po ingénieur et d'autres, École du Louvre par exemple aussi. Et puis, donc, comme je vous le disais aussi à l'instant, accompagnement au lycée. Accompagnement au lycée qui va être autour essentiellement les spécialités, puisqu'on sait que ce sont des matières extrêmement importantes. De mémoire, les 2 spécialités affichent un coefficient de 32 sur 100 sur le bac, sans parler de l'oral qui est très dédié également à ces 2 fameuses spécialités, donc sur une forme de stage intensif à Noël et en février. Noël pour consolider la première partie du programme et la moitié du programme qui est faite d'ores et déjà maintenant. Puis février, bien sûr, pour s'entraîner avant les épreuves. Et puis des stages bac, bac français pour les premières, philo, puisque c'est une matière à laquelle tout le monde désormais est confronté, qui peut être assez angoissante, et bien sûr ce fameux grand oral qu'on prépare à partir du mois de mai et du mois de juin. Et puis des stages sur les bacs, sur les concours post-bac, que je ne vais pas détailler, mais pour dire que l'idée vraiment derrière tout ça, c'est d'avoir un dispositif qui soit le plus progressif possible, depuis une première découverte jusqu'à DLD, voulant dire stage dernière ligne droite de révision juste avant les concours, des concours blancs, des renforcements dans des matières quand il y a besoin, de l'oral, de l'écrit. Voilà. Un dispositif qui se veut vraiment complet. L'idée, c'est vraiment de travailler sur l'efficacité. On ne veut pas, surtout pas, faire perdre du temps aux étudiants et ni être un lycée bis, ni faire ce qu'il peut faire par ailleurs sans nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'intensité et de la complémentarité, de façon à être le plus efficace possible, de la progressivité. Et puis, grâce à des dispositifs qui sont soit en tout petit groupe, soit des dispositifs qui sont suivis par du tutorat, par exemple, de pouvoir mettre en place un système personnalisé et du coup de pouvoir répondre à toutes les difficultés qui sont forcément personnelles à chacun des étudiants. Voilà, et puis on nous demande souvent quelle est notre différence par rapport à d'autres. Je pense que la présence, par exemple, tous nos anciens sont systématiquement avec les étudiants sur les stages et que cette présence et ce lien est important. Et nous, en tant qu'adultes encadrants, notre objectif, et ça a toujours été, c'est vrai de chacun d'entre nous, c'est certes de préparer des concours et des épreuves, mais qu'à travers ça, chaque étudiant, chaque personne qu'on croise puisse en découvrir un peu plus. Voilà, et puisse, ce soit l'occasion de grandir derrière tout ça. Alors, donc, comme promis, on va parler orientation ce soir. La première des choses sur cette orientation, c'est qu'une orientation, certes, c'est un objectif. Je vous ai mis une carte de France. Pourquoi? Parce que c'est aussi un chemin. Et puis, probablement plus que ce que nous avions en tête, nous, il peut y avoir plusieurs chemins, en tant que parent, je veux dire, plusieurs chemins pour arriver à un même objectif. C'est-à-dire que pour aller de Paris à Nice,
on peut très bien passer par Lyon, mais on peut aussi de plus en plus maintenant passer par Bordeaux, Toulouse, Marseille et ensuite Nice. L'important dans tout ça, c'est d'arriver à Nice à la fin. J'insiste assez lourdement peut-être sur ce point parce que historiquement et il y a quelques années, les passerelles, les réorientations, l'ouverture en fait des dispositifs de formation dans le supérieur était bien moins important. Et c'est vrai que quand on prenait un chemin, on avait le risque forcément de potentiellement se retrouver bloqué, de se retrouver une impasse, de ne pas pouvoir, ou en tout cas de le faire avec plus grande difficulté, imaginer une réorientation ou un complément de formation. Donc, ce qu'il faut que vous ayez en tête vraiment, c'est que quoi qu'il se passe l'année prochaine, les possibilités de réorientation, pardon, j'essaye d'articuler, sont de plus en plus nombreuses et ce n'est pas prêt de changer. Voilà, donc le droit à l'erreur, le droit à l'hésitation est possible et c'est important d'avoir ça en tête. Alors après, comment travailler cette orientation? J'ai découpé cette conférence en trois étapes. La première, c'est forcément travailler sur soi, et on va rentrer un peu dans ce détail. La deuxième, bien évidemment, c'est connaître un peu mieux les métiers, surtout quand on est en terminale. C'est souvent un peu confus, on va dire, dans le meilleur des cas. Et puis, connaître les parcours d'études, bien évidemment. Et pour chacun de ces trois thèmes, je vais vous proposer une petite feuille de route et certains outils, en espérant que ça vous sera utile. Alors, on va commencer par peut-être ce qui fait le plus peur aux étudiants, qui est la connaissance de soi, et pourtant, c'est ce sur lequel, normalement, on doit être le plus à l'aise, puisqu'on ne connaît, qu'est-ce qu'on connaît mieux? Soi. Sauf qu'on ne sait pas très bien comment aborder la question, et en particulier quand on est en terminale, et même quand on est plus adulte d'ailleurs, c'est toujours un sujet difficile. Alors, je vous ai proposé quelques questions. Et comme je vous le disais, ce support vous sera envoyé prochainement. Les questions qu'il serait bien, à notre avis, que chaque élève puisse se poser. La question, en fait, derrière, sur la connaissance de soi, il y a deux questions fondamentales. C'est qu'est-ce qu'on aime vraiment et dans quoi est-ce qu'on est bon vraiment? Souvent, c'est lié, parce que souvent, on aime ce dans quoi on est bon, ou on est bon parce qu'on aime. Je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre. Parfois, il peut y avoir quelques distorsions. Mais en tout cas, c'est vraiment ces deux questions à laquelle il va falloir tenter de répondre un peu, sachant que ce sont ces deux questions aussi que dans le cadre d'entretien, que ce soit dans le grand oral ou dans le cadre d'entretien sur des filières un peu sélectives qui demandent du coup cette formalité de l'entretien, ce sont les deux questions que les jurés auront en tête. Est-ce que cet étudiant sait ce qu'il aime et est-ce qu'il sait quelles sont ses qualités? Donc, par rapport à ça, l'objectif, c'est de décortiquer cette grosse question en petites questions un peu plus abordables. Alors, la première batterie de questions que je vous propose, c'est de réfléchir à partir du parcours académique, ce choix d'une filière ou de spécialité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il explique? Et derrière, qu'est-ce qu'il explique? C'est réfléchir, prendre le temps de réfléchir et d'écrire sur un papier. Ça va être important à chaque fois, de documenter. Souvent, les étudiants en terminale ne sont pas forcément les meilleurs pour cette étape de la documentation et de l'écriture et de la formalisation. Ils en auront besoin pour répondre aux questions. Donc, prendre une feuille et commencer par écrire sur pourquoi j'ai choisi ce parcours en terminale, qu'est-ce qui me plaît, et à l'inverse, qu'est-ce qui me plaît moins et qu'est-ce qui ne me plaît pas. Peut-être qu'on peut même commencer par l'envers. C'est souvent plus facile de rendre clair ce qui nous plaît si on commence à lister ce qui ne nous plaît pas. C'est par opposition, j'aime pas les maths, mais du coup, j'aime bien la philo. Voilà, c'est parce que effectivement, je pense que j'aime pas vraiment les maths, vraiment pas les maths, que je réalise finalement que je suis très attirée par la philosophie. Aller un peu plus loin que ces niveaux de réflexion qui restent encore, à mon avis, trop superficiels, se dire, mais pourquoi finalement j'aime les maths? J'aime les maths parce que j'aime le côté faire des calculs. J'aime les maths parce que j'aime le côté démontrer une propriété, je trouve intéressant. J'aime les maths parce que j'aime ce côté enchaînement des idées. Ou à l'inverse, j'aime telle ou telle matière parce que ce qui m'intéresse, c'est de décortiquer
un article quand je fais des revues de presse en économie ou de comprendre comment le monde fonctionne. Voilà, il est important parce que vous en aurez besoin, ils en auront besoin un peu plus tard, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas s'arrêter uniquement à j'aime les maths et j'aime la philo ou j'aime pas la philo, mais de se dire dans les maths, qu'est-ce que j'aime vraiment? Quelles sont les activités dans lesquelles j'éprouve le plus de plaisir? Est-ce que c'est quand je suis en cours à écouter de nouvelles, un nouveau théorème, découvrir un nouveau théorème, découvrir des méthodes de résolution? Est-ce que c'est plus tard quand je suis sur un mode j'applique, parce que j'aime bien mettre en œuvre, appliquer des méthodes de résolution? Est-ce que c'est plutôt quand j'ai l'impression que mon cours de physique me permet de comprendre un peu mieux le monde, etc., etc. Vous allez voir que ce genre de questions que je suis en train de poser correspond à des centres d'intérêt dans le domaine professionnel. C'est pour ça que c'est important de creuser davantage que j'aime pas finalement, cette première question du parcours académique qui doit être bien sûr liée à la poursuite d'études derrière. Donc on commence là à faire un premier lien entre les études de maintenant, du lycée, et le projet de poursuite d'études. Même chose, bien sûr, pour les activités extrascolaires, que ce soit le sport, que ce soit l'art, que ce soit même des vacances avec des amis, d'ailleurs, à la limite, hein. Et encore une fois, ce qui est important, c'est qu'est-ce que cela dit de nous, de vous. Si je fais du sport, est-ce que je fais du sport collectif ou du sport individuel? Est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt un caractère qui résiste dans des conditions où il faut de l'endurance, ou alors je suis plutôt quelqu'un de très impulsif? On verra petit à petit que à chaque trait de personnalité correspond forcément des familles de métiers. Alors, j'ai une question. Comment s'y prendre si le choix des spécialités se fait par défaut, par élimination? L'étudiant aime toutes les matières où une certaine méthode d'enseignement est utilisée. Alors, je pense que ce n'est pas… Oui, alors, pardon, je n'ai pas fini de lire la question pour tout le monde. Et autrement dit, les intérêts sont liés aux personnes et non pas aux matières. Alors, première, ça, c'est déjà, c'est un élément d'information qui est très intéressant. Donc, dans ce que j'aime, la première des choses qu'on peut lister, c'est de dire en quoi cette méthode d'enseignement va être intéressante pour moi. Peut-être parce que c'est une méthode d'enseignement qui va favoriser la pratique, qui va favoriser le fait qu'on fasse des exercices peut-être avant de faire la leçon. Donc, je vais être quelqu'un qui va valoriser la pratique. Ça va correspondre à des métiers. Ou bien, ça va être une méthode d'enseignement qui va favoriser le travail en groupe. Parce que peut-être que l'enseignement, systématiquement, l'enseignement va permettre de faire des choses en groupe, etc., etc. Donc, je ne sais pas à quelle méthode d'enseignement vous faites allusion, mais peut-être que ce que je viens de vous dire vous parle un peu par rapport à ce que vous avez en tête. Donc, ce n'est pas forcément lié aux personnes, et je viendrai aux personnes, mais avant les personnes, il y a probablement une méthode d'enseignement, puisque vous avez parlé d'une méthode d'enseignement. Alors, après, il y a effectivement les personnes, et la personne, elle aura certaines caractéristiques. Ça va être un élément qu'on va garder plutôt sur, pas le métier lui-même, mais le contexte dans lequel j'ai envie de pratiquer mon métier. Quand on va parler des métiers qui nous intéressent, on va parler à la fois d'un métier, mais aussi d'un contexte dans lequel on peut le pratiquer. Donc là, ça va être valoriser des contextes dans lesquels il va y avoir davantage un intérêt porté, un intérêt supplémentaire porté à l'explication des contenus, à donner les raisons pour lesquelles on fait les choses, peut-être, par exemple. Néanmoins, pour revenir au début de la question, on ne peut pas, et si c'est douloureux, il va falloir passer le temps nécessaire, vous ne pourrez pas vous affranchir d'expliquer pourquoi vous avez choisi ces spécialités. Ce qu'il faut avoir en tête quand même de manière très, très, très forte, c'est que pourquoi ces spécialités ont existé aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont là, leur objectif est de préparer aux études supérieures. Donc, normalement, les spécialités doivent être cohérentes avec les études supérieures. Autrement dit, il est un peu obligatoire de dire qu'on s'intéresse à la matière de la spécialité et pas à la façon dont c'est fait, parce que cette matière de spécialité, d'une certaine façon, et c'est tout l'intérêt et toute la difficulté, et c'est pour ça qu'on en parle maintenant, d'une certaine façon, doit correspondre à ce qu'on va retrouver dans le contenu des études supérieures. Il est essentiel pour que les établissements supérieurs, les formations supérieures
accepte un dossier, qu'on mette en avant dans une lettre de motivation. Et il y a sur Parcoursup, attention à ça, ça sera très important, un petit pavé qui veut dire lettre de motivation. Il est essentiel d'expliquer que vous connaissez les contenus futurs et que ce que vous avez fait en spécialité vous permet d'être sûr, même si ce n'est pas le cas, que vous allez aimer ce que vous allez faire plus tard. Et que ce que vous allez faire dans vos spécialités vous donne d'ores et déjà des billes pour réussir dans ce que vous allez faire plus tard. Je ne sais pas si je suis claire. C'est très, très important. Est-ce que c'est clair sur le lien entre les spécialités et le reste du supérieur? Oui. Et donc, c'est vrai que peut-être si c'est un peu artificiel, tant pis. En tout cas, quelles sont les spécialités dont on parle, en l'occurrence les spécialités qui ont été choisies par défaut, parce que d'abord votre fils ou votre fille, je ne sais pas, aimait tout. C'était quoi les spécialités qu'il a choisies? Bon. On peut faire l'exercice de trouver effectivement, c'était maths, physique, chimie. Okay. Donc, on est quand même dans une poursuite d'études normalement sur les métiers du scientifique. Donc, quelque part, quand même, il est important le métier de l'ingénieur probablement d'ailleurs, d'expliquer que ce qui intéresse derrière pour être ingénieur, c'est justement cette dimension de comprendre le monde, d'expliquer les choses. Peut-être, ce n'est pas très grave si on n'aime pas les calculs, par exemple, mais en revanche, la curiosité, hein, par rapport au monde qui nous entoure est quelque chose qui est très important dans les métiers de l'ingénieur. Et donc, typiquement, il faut arriver à expliquer ça sur les spécialités. Voilà. Pour enchaîner donc sur les activités scolaires, l'idée c'était, je pense que vous l'avez compris, c'est est-ce qu'on est capitaine, est-ce que ce qui est important donc c'est de mener ou est-ce que c'est plutôt de participer, voilà. Qu'est-ce que ça va pouvoir dire de nous? Est-ce qu'on a l'esprit artistique? Est-ce qu'on a le sens de la compétition? Qu'est-ce que tout ça va pouvoir dire de nous? Et puis plus globalement, lister tout ce qui est réussite, mais aussi les échecs. Ça va vous permettre d'avancer sur, à nouveau, intérêt et qualité, puisque derrière un échec ou une réussite, il y a en règle générale des centres d'intérêt et des qualités. Et tout ça pour arriver petit à petit à lister aussi qualité et défauts. Et ça, pour le coup, la famille elle peut avoir un rôle très important et a en règle générale un rôle très important. C'est toujours très compliqué en tant qu'individu de lister ces 3 qualités et ces 3 défauts. En revanche, ce qui est possible de faire, c'est demander à ses meilleurs amis et à ses parents de faire l'exercice de lister les 3 qualités, les 3 défauts. Voilà. Donc, cette première partie sur la connaissance de soi, elle est vraiment destinée à commencer, comme je vous le disais tout à l'heure, à dresser un premier profil, peut-être un peu, enfin, en aucun cas complet, mais sur qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, dans quoi je vais être bon et dans quoi je suis moins bon, et surtout, de pouvoir derrière le justifier, c'est-à-dire de dire, je sais que j'aime ça, et d'ailleurs, je sais que j'aime comprendre le monde, et d'ailleurs, je suis particulièrement intéressée par la physique, parce que c'est une matière qui permet de comprendre le monde. Donc, à chaque fois, ça va permettre à l'étudiant, un étudiant de terminale souvent manque de cette dimension-là, d'expliquer pourquoi il met en avant tel ou tel centre d'intérêt ou telle qualité. Connaissance de soi, donc après, l'idée, c'est d'ouvrir davantage vers un contexte un peu plus professionnel. Donc là, je ne vais pas les passer en revue puisque vous allez avoir ce support avec vous bientôt. Mais l'idée, c'est de se dire que derrière tout ça, il y a des compétences ou des compétences qui sont en fait des compétences professionnelles. Si vous arrivez à mettre le doigt dessus, c'est un grand pas en avant qui va être fait dans la recherche derrière. Vous allez voir tout à l'heure. Et donc, je vous en ai listé quelques-unes qui sont les plus classiques. Donc, il y a tout le thème de comprendre les choses, enquêter, établir un diagnostic. Ça, on retrouve ça souvent dans les matières plutôt scientifiques, mais pas que, en SES aussi, par exemple. Ça nous envoie sur les métiers du secteur des études, les études de marché. Ça peut être du journalisme, enquêter, bien sûr, comprendre. Ça peut être les métiers de la recherche ou les métiers, être économiste, par exemple, expert en économie. Ça répond à ce genre de centre d'intérêt. Résoudre des problèmes, là on est vraiment dans le cœur du métier d'ingénieur. Créer des choses originales ou s'exprimer, forcément on arrive dans les métiers artistiques ou du marketing et de la communication. Mettre en œuvre des projets, c'est un autre thème. S'occuper des autres, forcément,
ou conseiller les autres. Là, forcément, ça va nous renvoyer sur des métiers autour de l'autre, hein. On pense typiquement à tout ce qui est social, médical et paramédical, mais vous avez aussi tout ce qui est ressources humaines, ou même le consulting, puisque c'est aussi conseiller les autres. Convaincre, là, on pense au métier du commercial. Voilà. Si ces thèmes-là résonnent, c'est une petite étape supplémentaire qui est faite dans la présentation d'un projet professionnel. Et puis, voilà, vous en avez d'autres qui sont sur ces préférences personnelles. Est-ce que je suis plutôt intellectuelle? Est-ce que je suis plutôt manuelle? Est-ce que j'aime bouger? Est-ce que je suis plutôt à l'aise, au contraire, derrière un bureau bien tranquille? Voilà, tout ça, ça va vous permettre de choisir des pistes à creuser et, comme je vous le disais, d'expliquer vos choix dans un deuxième temps. Alors, pour aller plus loin ou pour débloquer des bloqués, certains d'entre vous peut-être le connaissent, je vous propose un exercice qu'on ne va pas faire ensemble, et vous avez donc le lien, c'est gratuit. C'est un outil que beaucoup de conseillers d'orientation utilisent aujourd'hui. Ça permet en 5 ou 10 minutes, pas plus, de dresser un profil autour de ces compétences-là, investigateur, donc ça on est dans la compréhension, artiste, social, entrepreneur. Entreprenant, on est plutôt dans les métiers du commercial et de la conviction. Conventionnel, on va être plutôt dans les métiers de la compta, du droit. Et réaliste, on va être plutôt dans les métiers manuels. Ça permet de dresser un premier profil et peut-être du coup de participer à cette réflexion sur quels sont les types de métiers qui pourraient me correspondre à ma personnalité. Sachant que je trouve un autre intérêt derrière cet exercice de profil RIASEC. RIASEC voulant dire R comme réaliste, I comme investigateur, A comme artiste, etc., si vous ne l'aviez pas compris. C'est que derrière le profil qui est proposé, il y a aussi une façon de présenter les choses qui est intéressante pour pouvoir se décrire soi-même, avec peut-être des adjectifs auxquels on n'aurait pas pensé, avec des formulations, avec un profil qui est assez creusé et qui est aussi une occasion supplémentaire de réfléchir à soi, ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc, au-delà de mes questions, si vous ne l'avez pas fait, il vous suffit d'aller sur cette adresse-là. Voilà. Comme je vous le disais, le test que vous trouverez en ligne est gratuit, il vous donnera directement les résultats. Voilà sur cette première partie de la connaissance de soi. Ensuite, on a parlé de la connaissance des métiers. Alors, bien sûr, vous connaissez les fiches nombreuses et variées. Bien sûr, vous connaissez les salons, les écoles, ce genre de choses. Il est toujours important de discuter avec son entourage. Moi, je voulais vous parler d'un outil, et c'est un partenaire avec lequel nous avons l'habitude de travailler qui s'appelle My Job Glasses. Vous tapez pareil My Job Glasses sur Internet et comme vous le voyez, là, vous pouvez vous inscrire en tant qu'étudiant. C'est gratuit. Ce sont les entreprises qui financent et jamais les étudiants. En fait, c'est une plateforme de mise en relation, alors comme le sont d'autres plateformes de mise en relation, LinkedIn et bien d'autres. Mais la particularité, c'est que cette plateforme a été vraiment construite pour mettre en relation des professionnels avec des jeunes étudiants qui sont à la recherche d'un projet d'orientation. Derrière ça, il y a une start-up qui a été créée par des étudiants qui se sont rendus compte que beaucoup de jeunes avaient du mal à trouver une orientation, et même d'ailleurs à tel point que parfois, et souvent même, c'est pas parfois, c'est qu'une fois leur diplôme en poche, 50% des CDI étaient cassés par les jeunes parce que ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'ils attendaient. Donc il y avait vraiment une dissonance très forte entre la perception d'un métier et la réalité d'un métier. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les entreprises qui recrutent des jeunes et qui aimeraient bien les garder. Et donc, cette start-up a proposé aux entreprises de venir se mettre en relation avec des jeunes en école. Donc, c'est un outil dont se servent beaucoup les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, mais c'est un outil qui, depuis peu, est également accessible aux étudiants de terminale. Donc, l'idée, c'est de créer un profil, d'expliquer qu'on est en terminale, de la spécialité qu'on fait, et d'expliquer qu'on est en train de travailler sur un projet de poursuite d'études. Vous allez avoir accès derrière vous allez avoir un moteur de recherche et vous allez avoir accès à des profils. Alors, faites attention, le moteur de recherche n'est pas très bien fait. Donc, multipliez pas les critères croisés parce que vous risquez de ne pas voir énormément de profils apparaître. Mais je crois qu'il y a 10 000
professionnels derrière cette plateforme, voire plus. Mais si vous êtes intéressé par la banque, mettez juste banque. Si vous êtes intéressé par la recherche, mettez juste recherche ou le marketing. Si vous êtes intéressé par une société, comme L'Oréal, par exemple, mettez juste L'Oréal. Et vous allez voir des personnes, des profils apparaître qui sont des personnes qui travaillent soit dans la banque, soit chez L'Oréal, soit dans les métiers de la recherche. Vous allez avoir un descriptif de leur métier et surtout, vous allez pouvoir leur demander une mise en relation qui va déclencher un appel téléphonique ou une visioconférence. Donc, vraiment, les professionnels qui sont présents, alors, il y a un principe de modération, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un professionnel a accepté 6 ou 7 mises en contact, vous allez avoir un message comme quoi il est, entre guillemets, saturé ou complet. Je ne sais pas quelle est la formulation jusqu'au début du mois suivant. Donc, mettez-vous-y le plus rapidement possible parce que si vous rêvez de parler avec un professionnel, peut-être que le mois de décembre, c'est trop tard, il est déjà pris, mais il vous trouvera un moment, par exemple, pour le mois de janvier. Donc, ces gens-là sont vraiment là pour répondre aux jeunes, aux étudiants. Donc, il ne faut pas hésiter à leur faire cette demande de relation. Après, l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête quelles sont les questions et vous pouvez déjà poser ces questions par mail. C'est assez rassurant d'ailleurs pour un professionnel de savoir de quoi on va parler, plutôt que de dire je voudrais qu'on échange au sujet de mon projet, ce qui peut être un peu même angoissant pour l'adulte d'ailleurs. Et donc, encore une fois, je vous ai proposé là quelques exemples de questions auxquelles on peut penser. L'idée, c'est d'être concret. Donc, pour moi, vraiment, c'est comprendre le quotidien. La première des questions, vous êtes intéressé par un métier de conseil en clientèle dans la banque. Est-ce que vous pourriez m'expliquer vraiment très concrètement ce que vous faites au quotidien? Par exemple, me raconter une semaine type ou si c'est pas si c'est difficile, une semaine type, un mois type, les principales missions très, très concrètement. C'est vrai que c'est important de savoir ce qu'on fait au quotidien et combien de temps ça prend. Typiquement, dans les métiers du commercial, on peut faire de la prospection téléphonique. Si on passe une journée par mois à faire de la prospection téléphonique ou 4 heures par jour tous les jours, c'est vraiment pas le même métier qu'on fait. Donc, l'idée là, c'est de comprendre le quotidien concrètement et avec une notion de temps passé. On peut également aller dans un deuxième temps sur des questions sur avec qui on travaille. Est-ce qu'on travaille tout seul dans son coin ou est-ce qu'on a énormément de contacts avec énormément de gens à l'intérieur de l'entreprise et donc c'est un métier qui va nous permettre d'avoir énormément de relations en interne ou peut-être un métier qui n'en aura pas énormément de relations en interne mais on aura énormément d'interlocuteurs à l'extérieur. Et donc, cette dimension relationnelle, on pourra la ressentir avec des prestataires extérieurs. Deuxième type de question, bien évidemment, c'est demander à votre interlocuteur de lister les qualités requises. Troisième type de question, c'est comprendre les parcours de formation, comment lui il pense quelles sont les meilleures études si le métier vous intéresse, bien sûr, quelles sont les meilleures études pour pratiquer ce métier. Et puis, dernier sujet, c'est confirmer la cohérence avec soi. Et là, typiquement, tout le travail que vous avez fait, il va être intéressant de le partager avec un professionnel en expliquant qu'à travers la première réflexion que vous avez eue, vous avez déterminé que vous êtes intéressé par ce genre de choses. Vous valorisez ce genre de valeurs, vous avez ce tel type de personnalité, est-ce qu'il pense que c'est quelque chose qui peut être en adéquation avec le métier tel qu'il le vit au quotidien. Voilà, donc vraiment cet outil est extrêmement riche, bien plus que toutes les fiches, bien évidemment, qu'on peut lire. En revanche, il prend un peu de temps. Donc, mon conseil, c'est accompagner peut-être, faites-le en famille, créer le profil très vite et puis commencer à regarder un peu tous les métiers. Vous allez découvrir des milliers de métiers qu'on ne connaît même pas et prenez le temps pour découvrir tous ces métiers-là grâce à ces échanges. Alors oui, bien sûr, quand on est en terminale, il ne s'agit pas d'avoir une connaissance très précise et très approfondie des métiers. On acceptera toujours
qu'on reste sur un secteur d'activité, je suis intéressée par la finance, par exemple, ou sur un domaine d'activité, la finance, ou sur un secteur, la banque, sans forcément rentrer dans le détail de tous les métiers qui existent, parce que ce n'est pas ça qu'on demande à un étudiant qui est en terminale. Et surtout, le plus important, et c'est ce que vous mettrez en avant dans les lettres de motivation sur Parcoursup ou dans des entretiens après, c'est le pourquoi. Voilà. L'idée, c'est de montrer qu'on a pris le temps de s'interroger sur ce qui va nous plaire et quel est ce métier, et de mettre en cohérence les deux choses. Donc, la conclusion peut être fausse, et souvent, pour être honnête, la conclusion n'est pas 100% juste, et c'est normal. Le métier n'est pas 100% compris. Le profil qu'on fait de soi n'est pas 100% complet. Mais ce qui est important, c'est de montrer qu'on a fait cet exercice de projection et de validation qu'il y a un minimum de cohérence. Que si on est totalement introverti, on ne va pas vouloir faire un métier de commercial. Que si on n'aime pas les chiffres, on ne va pas aller sur la finance, etc. etc. Voilà. Donc, c'est vraiment le cheminement. À chaque fois, c'est valoriser le fait que vous avez eu des discussions avec un professionnel va être extrêmement importante, et que le fait que vous êtes interrogé sur qui vous êtes et ce que vous aimez va être extrêmement importante. Voilà. S'il y a des approximations, tout ça n'est pas très grave. Connaissance des parcours. Alors là, même chose, il y a des choses que vous connaissez. Pensez surtout, au-delà de ce que vous connaissez, les écoles, les journées portes ouvertes, les salons, pensez aussi à Parcoursup. Parcoursup est consultable aujourd'hui, il sera mis à jour qu'à partir du 20 décembre, mais c'est un moteur qui est déjà consultable. C'est vraiment au-delà d'une plateforme dans laquelle vous allez saisir des vœux, c'est vraiment un outil qui est très très riche de contenu. Vous allez avoir présentation de la formation, donc le détail du parcours. Vous allez avoir tous les débouchés derrière cette formation, également potentiellement les poursuites d'études possibles. Et puis, vous allez avoir, comme vous le voyez là, des informations sur les connaissances et les compétences attendues. Ça sera intéressant de vérifier quand vous allez postuler que ces connaissances et compétences, elles sont là. Les critères d'examen des dossiers, le nombre de places et le rang du dernier admis. On reviendra un peu plus tard quand on parlera de stratégie Parcoursup, ce qu'on va faire dans un deuxième temps. Alors, justement, Parcoursup, là, je vais partager avec vous uniquement le calendrier. Donc, ouverture. Alors, vous pouvez déjà aller sur Parcoursup. Ouverture, en revanche, c'est-à-dire mise à jour définitive du contenu le 21 décembre, sachant que le moment où vous allez pouvoir inscrire les vœux, ce sera à partir du 20 janvier. Donc, la première partie de décembre, c'est vraiment une phase exploratoire d'information. Ensuite, vous avez jusqu'au 20 janvier et au 29 mars pour saisir des vœux, les effacer, en saisir des nouveaux, les effacer, en saisir des nouveaux. À partir du 29 mars, vous ne pourrez plus rajouter le moindre vœu. En revanche, il reste une dernière étape jusqu'au 8 avril qui servira soit à compléter les dossiers, soit au professeur à faire cette fiche à venir sur laquelle je vais arriver dans 2 minutes. Donc, mais en revanche, vous ne pourrez plus rajouter de nouveaux vœux. Si vous avez oublié un vœu, ça sera trop tard pour rajouter un vœu complémentaire. Et le 8 avril, et c'est une date qui est extrêmement… Donc, première date, c'est le 29, comme je vous le disais. Deuxième date, c'est le 8 avril. C'est le dernier jour pour valider les vœux. Ce n'est pas parce que vous avez saisi les vœux, ensuite vous avez complété les dossiers, qu'il ne faut pas faire une dernière action sur la plateforme, qui est la validation le 8 avril. Bien sûr, quand je dis 29 mars et 8 avril, j'ai en tête de le faire plutôt le 28 ou le 27 et plutôt le 7 avril ou le 6, sachant que chaque année, devant le nombre de connexions, forcément, il y a des moments où la plateforme est inaccessible et c'est un moment de pure angoisse. Donc, si la date est le 29, bien évidemment, finalisez tout ça plutôt le 28 mars et le 7 avril. Voilà. Ensuite, les réponses que vous aurez sur Parcoursup, vous les aurez à partir du 2 juin. Vous aurez une phase complémentaire qui sera là le 23 juin. Avec une première phase 15 juillet normalement, sauf problème, vous aurez vos affectations. Et si jamais il y a eu un problème, la phase complémentaire pourra malheureusement aller jusqu'au 16 septembre. Alors, je ne veux pas aller plus loin dans ce sujet parce que nous avons prévu le 19 janvier vraiment
Pour ceux qui sont intéressés, je vous encourage à être présents et vous pourrez poser vos questions en direct. Une conférence, je vais la faire moi en partenariat avec une conseillère d'orientation qui a l'habitude aussi de Parcoursup. Je ne veux pas aller plus loin parce que chaque année, il y a bien évidemment des aménagements de la plateforme et ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui peut-être ne sera pas vrai. Les dates que j'ai partagées avec vous, que vous avez sur ce support sont vraies. Pour le reste, il peut y avoir des changements. Ce qu'on va faire le 19 janvier, c'est bien évidemment rentrer dans tout le principe de Parcoursup, le nombre de vœux, le nombre de sous-vœux, mais au-delà de ça, je vous proposerai, et là c'est un exemple, ça sera un exemple fictif, mais c'est pour vous montrer, quelques exemples types de comment optimiser la stratégie pour à la fois mettre des vœux qui sont des vœux vraiment de cœur, également des vœux qui sont peut-être des vœux un peu parachute au cas où, mais aussi avoir une grande majorité qui sont des vœux à peu près réalistes. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais vous verrez qu'on va faire quelques exemples en fonction de profil, avec à la fois des licences, à la fois des écoles, à la fois des BTS, à la fois des BUT, en multipliant les possibilités de façon à vous expliquer un peu plus, peut-être avec des exemples très concrets, comment on peut optimiser ces vœux, parce que derrière les 10 vœux, il y a vraiment une stratégie à réfléchir de façon à avoir le plus de chances possible d'avoir la meilleure des formations possibles l'année prochaine. Voilà, donc 19 janvier, c'est notre rendez-vous. Donc, pour revenir sur ces parcours d'études, aujourd'hui, dans cette phase de réflexion, il y a vraiment des questions types qu'on peut se poser qui sont est-ce que je valorise davantage des études pratiques? Là, on va être plutôt sur des écoles ou sur des BTS ou sur des BUT, ou plutôt théoriques. Là, on est plutôt sur la fac. Est-ce que je souhaite plutôt un parcours court, quitte à faire une poursuite d'études, ou long? Est-ce que je sais que de toute façon, je pars pour 7 ans d'études, ou je ne sais pas, et je vais faire étape par étape? Autre question, Claire, est-ce que j'ai un profil plutôt généraliste? J'aime bien des formations où on touche un peu à tout. À l'inverse, non, je suis vraiment spécialisée par quelque chose en particulier et je tiens à creuser cette dimension. Le reste ne m'intéressera pas. Est-ce que je suis prêt à faire face à de la sélectivité et à la compétition? C'est clairement la question derrière les classes prépa. Est-ce que je souhaite rester dans ma ville de province, ou est-ce que je souhaite bouger à Paris, ailleurs si je suis en province, dans une autre ville de province, partir à l'étranger? Est-ce que j'ai envie de rester sur un parcours initial, ou est-ce que je pense que l'alternance est quelque chose d'important? Ça aussi, ça aura une incidence sur le choix du parcours de formation. Et puis, quel investissement je suis prêt à mettre? Et là, derrière, c'est souvent la question du public ou du privé, parce que bien évidemment, le privé, c'est toujours payant et souvent très cher. Voilà donc quelques indicateurs qui peuvent constituer une première grille de lecture sur ces différents parcours de formation. L'idée vraiment, c'est de se dire, et je reviens à mon introduction, quelle est la poursuite d'études la plus adaptée l'année prochaine? Et donc, pensez aux étapes et aux passerelles et pensez à investiguer plusieurs parcours possibles, parce que de toute façon, vous serez obligé dans Parcoursup de proposer plusieurs parcours. Alors, la dernière étape, c'est dans ces parcours, du coup, là, je vous ai remis un peu à titre informatif le panorama des études supérieures avec ces fameux rendez-vous à Bac+2 sur des BTS, Bac+3 sur maintenant, attention, ça c'est, vous voyez, quelque chose qui n'a pas mis à jour puisque les DUT aujourd'hui sont devenus des BUT, Bachelor en 3 ans, avec donc ce fameux rendez-vous à Bac+3, ce fameux rendez-vous à Bac+5. Dans tous ces différents cursus, bien évidemment, il y a des passerelles. Et chacun de ces cursus va être différent. Et donc, le dernier exercice qu'on peut faire en famille, que je propose moi aux parents de faire, d'organiser, c'est une comparaison des programmes. Encore une fois, plus l'exercice va être concret, plus il va être intéressant. Alors, je vous ai mis là un exemple autour d'une certaine famille de métiers qui est autour de la gestion. Bien évidemment, vous pouvez le faire autour de n'importe quel secteur, n'importe quel domaine, que ce soit la communication, que ce soit les métiers de l'ingénieur, des sciences, etc., etc. Parce que l'important, c'est de comparer, justement, on parlait de modalités d'enseignement tout à l'heure, de comparer sur des matières, en fait, qui sont un peu similaires,
les différentes façons de faire selon les choix qu'on va faire d'école, de fac, de lycée, etc. Là, je vous ai pris, par exemple, l'exemple du programme de première année d'une école de commerce qui s'appelle l'ESCA, puisqu'on est sur gestion et management. Donc là, vous avez typiquement les matières qui sont proposées dans cette école de commerce. On va faire une introduction au management, on va faire de la comptabilité et de la gestion, on va commencer le marketing, on va poursuivre avec des mathématiques, mais appliquées à la gestion, un peu d'économie, de la géopolitique, et il y aura du tutorat. Je ne sais pas si j'ai mis la deuxième année derrière. Oui, deuxième année, on va revenir sur l'entrepreneuriat, fiscalité, finance, droit, marketing, base de données, un peu de programmation, éthique, RSE, études de marché. Voilà, donc on voit qu'il y a derrière ces matières une dimension de compréhension assez polyvalente des métiers de l'entreprise et qu'on a pas mal de pratiques puisque vous avez un dossier d'études, vous avez c'est plutôt sur le dossier d'études qu'on voit cette pratique-là. Et vous avez une dimension d'accompagnement avec le tutorat qu'on voit en première année. Si on compare, par exemple, et c'est là où ça prend tout son sens, avec le programme qu'on peut trouver sur un IEP qui est, j'en avais pris celui de Strasbourg, on peut prendre n'importe lequel, hein. On voit clairement que le programme est très différent. On va être beaucoup plus sur un programme d'histoire appliqué aux relations internationales, aux grandes puissances, histoire même des institutions, par exemple. On va être sur du droit, beaucoup. On va être sur un descriptif de ces fameuses institutions européennes, quelles sont les institutions administratives. Et puis après, on va être sur des sciences humaines, sciences sociales, sociologie, et puis un peu d'économie. Donc, on voit bien là que le spectre de l'enseignement est plus réduit et on est plus sur une compréhension de la société aux sciences larges que sur le monde de l'entreprise. On est sur des choses un peu plus théoriques, on va dire, que l'enseignement précédent. Et on est sur des matières qui sont vraiment différentes. Même chose si on va dans l'univers de la fac, toujours sur le même registre. Donc, on va forcément aller regarder une licence, là, c'est celle de la Sorbonne, éco-gestion, donc sur économie. On parle de matières théoriques fondamentales et descriptives. Et surtout, il faut aller un peu plus loin sur le détail du programme. Et vous voyez, la première année, donc on est sur des maths, macroéconomie, microéconomie, histoire de l'économie, droit économique. Deuxième année, on est aussi très sur les stats et sur l'économie. Donc, on voit vraiment, bien sûr, une pondération très forte sur cette matière de l'économie. C'est normal, on est sur une licence sur monomatière. Donc, forcément, on ne va pas avoir des cours de marketing. Complété par un peu d'ouverture quand même avec management des organisations, fondement de la gestion et des métiers de la comptabilité et de l'informatique et de l'anglais. Ce qu'on voit apparaître, surtout encore en troisième année, c'est cette dimension très théorique de l'université, puisque la troisième année, on va parler de théorie des contrats, économie de l'incertain et de l'information, théorie des jeux non coopératifs, théorie du commerce international. Donc, on est vraiment dans la compréhension des concepts, et ça correspond bien sûr à des tournures d'étudiants, des personnalités d'étudiants assez différentes. Très différent, si on regarde l'IUT. On va revenir un peu comme l'école de commerce, c'est assez proche là pour le coup d'une école de commerce, sur des métiers économie, droit, ressources humaines, communication, management, marketing, etc. On est dans le monde de l'entreprise, on est sur du concret et du pratique. Et on est sur une assez forte variété également, ce qui n'est pas le cas puisqu'on est en train d'apprendre tous les domaines liés à la gestion d'une entreprise, donc pas une matière comme l'économie, et pas non plus ce qu'on va retrouver sur un BTS, un métier. Donc, sur un BTS, on va retrouver le métier qui est le métier de gestion du processus comptable. Et quand on regarde le parcours que vous avez là, le programme que vous avez là, on voit bien que bien sûr, il y a de l'ouverture avec des maths de l'économie, mais il y a vraiment, on rentre concrètement dans chacune des missions, le contrôle et traitement comptable, la production de l'information financière, la gestion des obligations sociales, les bulletins de salaire, les cotisations et la gestion des obligations fiscales. Donc, on voit vraiment qu'on est très, très, très centré sur un métier en particulier. Voilà, donc je trouve que cet exercice, il est vraiment intéressant parce que c'est l'opposition, en fait, des parcours qui peut permettre de mieux comprendre les différences entre les deux. Et à l'issue de ça, on peut très bien faire un tableau de synthèse comme je vous en propose un,
par exemple, hein, qui est, on va essayer de comparer autour d'un même sujet, finalement, les différents types de formations, les différents parcours et leurs points d'intérêt, leurs différences, leurs difficultés peut-être. L'idée vraiment, c'est de répondre à une seule question, c'est est-ce que l'année prochaine, si je fais cette école ou cette IEP ou cette fac, je serai content? Oui, pour les PowerPoint, vous seront envoyés, pardon, je me permets de répondre à une question, vous seront envoyés la semaine prochaine puisqu'on a vos adresses mail. Aucun problème là-dessus. Donc, est-ce que l'année prochaine, on sera heureux de se lever le matin pour aller suivre ce type de formation? Parce que si on est heureux de se lever, on est sûr qu'on réussira dans cette formation-là. Voilà, donc c'est un peu de travail, je vous l'accorde, mais c'est vraiment un exercice qui est assez éclairant et les étudiants, en règle générale, n'ont pas fait ce genre de choses. Alors, pour finir sur cette orientation, ou presque, le temps passe. Donc, pour maximiser les chances d'admission et de réussite, l'établissement, il faut que vous ayez en tête que l'établissement va vérifier cette connaissance des contenus. Hein, donc, ce travail de Parcoursup, de comprendre les contenus, il est vraiment important. Et donc, la cohérence de ce contenu avec votre projet, mais ça, je pense que je l'ai déjà dit. Soigner la présentation de votre projet, ça veut dire expliquer et les démarches et la justification. Et je reviens, je vous l'ai déjà dit, la démarche est tout aussi importante que le résultat, puisque en terminale, on ne peut pas demander quelque chose de forcément complètement abouti. Bon, je pense que vous l'avez vu, une bonne orientation, je réfléchis sur moi, j'explore les métiers, je regarde les parcours, et là, je vous ai mis peut-être un exemple qui est, encore une fois, qui vous permet de mieux comprendre. Typiquement, pour être journaliste, on peut faire plein de choses. On peut faire une fac, et après, on fait une école qui est Sciences Po Paris, un programme de communication. On peut faire une école de journalisme depuis le début. On peut faire une école de commerce et un master en communication. On peut faire un BTS plus une université sur un programme en formation. On peut faire un BTS, une école, etc., 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 etc. Vous voyez, donc quand je vous parlais des chemins, ils sont vraiment très divers. Et de toute façon, dans votre parcours, dans vos vœux parcours sup, vous avez 10 vœux, il faudra tous les utiliser, ça nécessitera que vous ayez en tête des parcours différents. Voilà. Je vous ai promis un focus calendrier et un focus sur fiche à venir qui arrive. Donc, calendrier, bon, vous avez déjà Parcoursup qui est vraiment quelque chose de très important. Donc, derrière ça, moi, je vous ai fait une proposition, mais ce n'est que ma feuille de route qu'il va falloir effectivement que vous remettiez à votre sauce, si je peux me permettre de dire les choses comme ça. Donc, novembre-décembre, on est vraiment sur le début on est sur l'année des informations. Vous avez forcément fait des salons et autre chose. Pour info, il y a aussi des journées portes ouvertes et des étudiants ambassadeurs dans les facs. Hein, ça peut être intéressant de se mettre en contact avec eux. Et puis, Parcoursup est déjà ouvert pour regarder tout ça. Ça peut être aussi le début, le moment de se renseigner sur les modalités quand ce sont des processus sélectifs, et je pense au concours. Ça peut être aussi le moment de faire une prépa à des concours si vous décidez de le faire. Pourquoi? Parce que le moment d'évaluation des spécialités étant très tôt dans l'année, au mois de mars, on peut imaginer que les vacances de février soient davantage axées, orientées sur la préparation de ces épreuves de spécialité, puisque, attention, les notes de ces spécialités seront dans Parcoursup. Et donc, ça revient sur le point que j'ai fait en introduction de la cohérence entre la spécialité, le fait de les avoir choisies, les résultats qu'on obtient à ces spécialités comme un peu prédicteurs de l'intérêt de la réussite dans les études supérieures. Donc, ces deux notes de spécialité, elles sont, autant les notes de philo, bien sûr, ne seront pas dans Parcoursup, autant les notes de spécialité seront dans Parcoursup. Donc, tout ça pour dire que si on se dit que février, on l'angle davantage sur les spécialités, ça peut être une bonne stratégie de se mettre il y a des stages pendant les vacances de Noël, bien sûr, à préparer les concours pendant les vacances de Noël, sur des formats très intensifs et du coup alléger de cette dimension-là les vacances de février. Parcoursup, donc à partir du 20 janvier, on commence à saisir les vœux. Attention, donc pensez aux critères de choix, on l'a vu tout à l'heure, quels sont vos critères dans vos vœux, mais aussi quels sont leurs critères et quels sont les profils recherchés. Bien sûr, tant qu'à faire,
candidater sur des parcours pour lesquels votre profil va correspondre votre profil va remplir les critères d'admission, bien évidemment. Février, c'est la suite de Parcoursup, puisqu'on a encore jusqu'au 29 mars. Et potentiellement, ça peut être la suite d'une préparation au concours et la révision des spécialités. On vient de le voir tout à l'heure. Ensuite, on va passer au mois de mars. Donc, mois de mars, c'est la fin. 29, attention, c'est terminé. Et puis, on va souvent, dans les lycées, commencer à s'intéresser à la préparation géo, c'est grand oral, et en particulier, travailler, une fois que les épreuves de l'écrit sont passées, travailler la problématique qu'on va présenter à l'oral, qui va nous accompagner sur le mois d'avril, bien sûr. Mois d'avril, attention, avant le 8, vous finalisez les dossiers. Quand on vous demande, il peut y avoir des choses à télécharger sur Parcoursup, des pièces complémentaires. Et c'est jusqu'au 8. Et le 8, pensez à valider. Mois d'avril, vous allez passer les écrits des concours. Vous allez parfois commencer même les entretiens oraux des concours. Et puis, vous allez poursuivre la préparation du grand oral et commencer à vous intéresser sérieusement à l'épreuve de philo. Mai, entretien, préparation grand oral et philo. Juin, Parcoursup, la réponse à partir du 2, l'épreuve de philo le 15 et le grand oral qui va arriver du 20 juin au 1er juillet. Voilà. Donc, si vous regardez bien tout ça, c'est dense. Et les choses s'enchaînent avec une cadence qui est vraiment très, très tendue. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce genre de calendrier placardé sur le frigo. Alors, bien sûr, avec vos propres aménagements, mais de façon à ne pas oublier une étape et de ne pas se réveiller un peu trop tard sur une de ces différentes étapes. Je vous ai promis pour terminer la fiche à venir. Alors, la fiche à venir, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle est extrêmement importante. Dans le choix des établissements du supérieur, dans la sélection des dossiers, bien sûr, ils vont prendre en compte les notes, les appréciations, tout ce qui est en fait des données en dur, je pourrais dire comme ça, mais ils vont aussi prendre en compte les appréciations. Et donc, petite parenthèse, comme je le dis, il n'est jamais trop tard pour progresser. C'est-à-dire qu'un étudiant, même s'il a des notes moyennes à partir de demain, j'engage tout étudiant à se montrer intéressé, à participer, à être impliqué, même si les notes ne progressent que peu. Tout un professeur valorisera le comportement d'un étudiant en cours, le fait qu'il rende des devoirs, qu'il soit présent et qu'il paraisse motivé. Donc, ne jamais, jamais, jamais sous-estimer l'importance. Nous sommes tous des humains et le subjectif est toujours très important. Donc, à partir de maintenant, montrer sa motivation est importante. Et elle sera encore plus importante parce que ça va prendre corps à travers cette fameuse fiche à venir. À l'issue du deuxième conseil de classe du mois de mars, et donc entre le 29 mars et le 8 avril, c'est exactement ce que les établissements, eux, vont faire pendant cette période. Ils vont finaliser une fiche dans laquelle ils vont bien sûr reprendre les éléments, comme je vous disais, très, très concrets, toutes les notes, mais surtout vont donner leur avis. Sur chacun des vœux, il y aura l'avis du proviseur et du professeur principal, et l'avis il sera tout à fait positif, tout à fait négatif, alors ce n'est pas en ces termes-là, mais en tout cas, il y a 3 avis possibles, tout à fait, ou tout à fait oui, tout à fait non, ou peut-être pas, ou peut-être pas. Il est clair qu'il est essentiel que dans cette fiche à venir, les avis, tous les 10 avis, des 10 vœux qui sont sur Parcoursup, les avis soient à chaque fois tout à fait positifs. Sinon, ça n'a pas de sens. Autant oublier un vœu si jamais le conseil de classe, le proviseur et le prof principal ne sont pas favorables à ce vœu-là. Ça n'a aucune chance de passer. Et donc, pour ça, il est important d'échanger avec le professeur principal avant le conseil de classe pour partager avec lui. Normalement, ça sera déjà fait avec l'étudiant, mais un petit contrôle sera forcément nécessaire et serait toujours, en tout cas utile si ce n'est nécessaire, de vérifier que le prof principal a bien les 10 vœux en tête et que ces vœux, il les supporte, de façon à ce que sur la fiche à venir, les commentaires soient 100% positifs pour chacun de ces vœux. Voilà. Parfois, on le sait, parce que l'établissement en parle, parfois on ne sait pas, et c'est vraiment dommage parce que c'est sûrement un des éléments les plus importants dans le dossier qui est téléchargé sur Parcoursup. Mais cette fiche à venir, vous ne la voyez pas. Seul
les établissements du supérieur la verront puisque c'est eux qui vont l'utiliser pour leur procédure de sélection. Voilà, donc voilà ce que je voulais aborder avec vous ce soir. Bien sûr, tout ce que j'ai dit est très général. J'en suis consciente. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions personnelles, soit par téléphone, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche, soit par mail, vous avez un mail également qui s'affiche, sachant que je vous répète, la présentation vous sera envoyée la semaine prochaine. Vraiment, ayez en tête que nous sommes vraiment ravis à chaque fois, et c'est sincère, de pouvoir vous accompagner dans la mesure de nos possibilités. On n'a pas réponse à tout, mais bon, on a un peu de pratique, un peu d'expérience, et si on peut la partager avec vous, nous n'en sommes que contents. Voilà. On passe toujours des bonnes journées quand on a l'impression de pouvoir aider. J'ai terminé de mon côté. Si jamais vous avez une dernière question, vous avez toujours le fil de conversation pour la poser. Sinon, je vais vous remercier pour ce moment que nous avons passé ensemble et je vais mettre un terme à cet enregistrement et à ce partage. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée et vous dire à bientôt, j'espère.